Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Écoutez, je vous propose de commencer. Il est 16h03. Merci et bienvenue au webinaire de présentation de l'indice électron que propose FEDEN SNCU. Les intervenants vont d'abord, nous allons d'abord nous présenter. Je ne sais pas si Caroline, tu veux commencer. Caroline Andron, je suis directrice électricité marché chez Engie Solutions, donc en charge des achats et de consommation. Bonjour à toutes et à tous, Romain Drouard, je travaille donc chez Dalkia au développement commercial des réseaux de chaleur et de froid et aussi contributeur en interprofession à la FEDEN et au CNCU plus particulièrement. Et Hugo Belin, donc je suis le secrétaire général du SNCU que nous allons présenter dans quelques instants. Je me permets juste de faire un rappel de quelques règles et de vous présenter un peu le cadre de ce webinaire. D'abord, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien couper vos micros et vos caméras jusqu'aux échanges en fin de webinaire. Lors de ces échanges, si vous pouviez, s'il vous plaît, lever la main avant de prendre la parole pour que nous puissions distribuer les temps de parole. Et n'hésitez pas à poser aussi vos questions via le chat. Léo, qui est au service communication de la FEDEN, gère le chat et donc pourra nous orienter sur les différentes questions. Aussi, ce webinaire est enregistré. L'enregistrement du webinaire sera diffusé sur la page YouTube de la FEDEN et les slides seront publiés sur le site internet de la FEDEN. Donc, il n'est pas du tout de faire des captures d'écran du webinaire. J'entends encore quelques micros, s'il vous plaît. N'hésitez pas donc vraiment à couper vos micros. Je pense que ce sera plus confortable pour tout le monde et surtout pour vous. Bon, je vous présenterai rapidement le SNCU, mais je pense que nous connaissons tous le SNCU ici. Donc, il s'agit du syndicat national des opérateurs publics et privés de réseaux de chaleur et de froid, qui représente donc environ 90% de l'activité des réseaux de chaleur et de froid, donc 90% des livraisons à travers, je crois qu'il y a 85 adhérents à FEDEN SNCU. Et donc, son président est Yann Roland, d'Engie Solutions. Et écoutez, je suis dans le secrétaire général. Il y a mon adresse mail. N'hésitez pas à rentrer en contact directement avec moi pour que je puisse répondre à toutes vos questions. L'ordre du jour du webinaire, j'allais dire, est assez classique. Je pense que l'objectif sera d'aller le plus rapidement possible vers la présentation de l'indice électron que fera Caroline. Puis, Romain va vous présenter une étude de cas. Et après, encore une fois, je pense que le plus important est qu'on puisse échanger ensemble à la fin de ce webinaire pendant une demi-heure pour qu'on puisse répondre à vos questions et aussi écouter certainement vos témoignages et vos retours. Donc, pour introduire un peu ce webinaire, en fait, les opérateurs de réseaux de chaleur et de froid se sont rendus compte, j'allais dire en fin 2021, début 2022, que les prix de l'électricité, que les indices historiques qui étaient utilisés dans les contrats de concession ne suivaient pas les prix de marché. Donc, les prix de marché ont fortement augmenté. Les prix de marché d'électricité ont fortement augmenté depuis le début de l'année 22 à cause donc de l'augmentation des prix du gaz, une production hydraulique et nucléaire qui ont été réduites, et ce qui a aussi forcé le gouvernement à prendre, nous savons, des réponses ou des solutions assez inédites. Je pense surtout au bouclier tarifaire qui bénéficie aussi au réseau de chaleur et aux politiques de sobriété qui ont été annoncées par le gouvernement en début d'année dernière. Et donc, partant un peu de ce constat, nous avons eu prendre contact, j'allais dire, avec l'INSEE pour connaître, comprendre un peu comment étaient construits les indices INSEE qui sont historiquement, traditionnellement utilisés par la profession. Parce qu'on constatait une forte inertie de ces indices et donc, comme je le disais, qui ne reflètent pas
ce que l'on constatait sur en tout cas, ce que les sachants constataient sur le marché de l'électricité. Donc nos échanges avec l'INSEE ont permis, de confirmer cette forte inertie, de confirmer et que l'INSEE aussi partageait notre constat d'une certaine inertie des indices par rapport à la volatilité du marché. Et donc, ces indices ne semblaient pas refléter la volatilité, surtout dans un contexte, dans le contexte actuel. Donc, est arrivé très rapidement le besoin de trouver un indice qui suive les prix du marché pour maintenir les équilibres économiques des réseaux de chaleur et de froid. Juste un bref rappel, mais je pense que donc, nous connaissons tous la décomposition entre la part variable et la part fixe du tarif d'un réseau de chaleur et de froid. Ce que remonter, je pense, c'est surtout le constat qui est important dans cette partie, qui a d'ailleurs été remonté par les opérateurs, c'est que l'immense majorité, donc plus de 90%, vraiment l'écrasante majorité des contrats de délégation de services publics, de concession, sont indexés, donc comme on disait, sur de l'INSEE, des indices INSEE qui ne répondaient plus aux exigences actuelles. Et donc le résultat est donc un fort impact de l'indexation sur quasiment tous les types, tous les profils de réseaux de chaleur et de froid. Et je pense particulièrement donc aux réseaux électro-intensifs, donc qui vont certainement utiliser des packs, par exemple avec des systèmes géothermiques, les réseaux de froid, et aussi bien sûr la part R21. Et je pense que les exemples que vous présentez, Caroline et Romain, vont vous montrer tout à fait cet impact donc des indices sur le R1 et le R21 et la réponse qu'apporte l'indice électron qu'ont contribué Caroline, Tannès et Romain à définir. Donc, on s'est focalisé effectivement sur la partie électron. Là, on a mis de côté le TURP, le transport donc, et les taxes, qui, eux, de toute façon, sont réglementés et se font plus, posent moins de soucis. En revanche, effectivement, l'électron, le marché a très, très fortement augmenté sur l'année 2022. Et l'indice INSEE représentait plutôt les achats passés que les achats futurs. Donc, forcément, il y avait une décorrélation qu'on voyait. Donc, il s'agissait de trouver un indice, de bâtir un indice qui reflète effectivement la façon d'acheter, qu'on achète l'année d'avant pour l'année suivante, afin d'obtenir un prix fixe, afin de pouvoir bénéficier de l'AREN. Le guichet AREN se clôture fin octobre de l'année N-1 pour N. Finalement coller à la façon dont est achetée l'électricité dans les contrats de fourniture pour être finalement cohérent, transparent et représentatif de ce qui se passe réellement. Alors, donc, on a, première chose pour pouvoir bâtir cet indice, effectivement, en fonction du profil de consommation, on n'aura pas le même prix, même si on l'achète à un même moment de marché, on n'aura pas le même prix de fourniture. Si on a un réseau électro-intensif et qu'on consomme énormément l'hiver par rapport à un réseau de froid qui consomme énormément l'été et très peu l'hiver. Et c'est pareil sur les indices INSEE, finalement, les gens qui sont enquêtés par l'INSEE n'ont pas du tout ces profils-là. Donc, on comprend bien que les profils INSEE ne correspondaient pas à nos façons d'acheter. Donc, on a regardé nos portefeuilles, on a vu que 3 catégories suffisaient finalement à bâtir des profils qui sont assez cohérents, très représentatifs, avec les réseaux de chaleur conventionnels d'une part, les réseaux de géothermie d'autre part, enfin plus électro-intensifs, et puis les réseaux de froid qui consomment essentiellement l'été. Alors pourquoi? Parce que ils vont consommer la répartition euro-saisonnière de leur consommation, elle est cohérente entre elles.
ils vont avoir des taux d'Arenh, des taux de droit Arenh. Vous savez que c'est la part de ce prix réglementé qui reflète le nucléaire auquel le consommateur a le droit. Plus il consomme l'été, plus il a le droit à de l'Arenh de façon importante. Et plus il consomme, et quand il consomme beaucoup en hiver et peu en été, plus sa part Arenh sera moindre dans sa consommation. C'est pareil pour les prix sur le marché. Plus il consomme l'hiver, plus ce sera cher par rapport à quelqu'un qui consomme l'été. D'où le fait qu'on ait fait ces trois catégories qui finalement ont des taux d'Arenh représentatifs et cohérents entre eux. Pareil sur la capacité, c'est un impact moindre, mais néanmoins, il faut le prendre en compte aussi. Ces obligations de capacité, c'est ce que vont consommer les sites sur les heures pointes, sur certaines heures pointes hiver, et avec des obligations qu'il faut prendre en compte. Donc, on a bâti un indice qui va, 3 indices finalement, selon la catégorie de réseau, qui va bien prendre en compte le droit Arenh tel qu'il est réglementairement possible, avec l'écrêtage tel qu'il sera réglementairement appliqué. La part marché, elle va être, pour que ce soit le plus juste possible et en même temps sans qu'il y ait trop de volatilité, on a pris la moyenne des prix de marché de l'année N-1 pour l'année N de fourniture. Donc concrètement, pour 2024, ce serait la moyenne des prix en 2023. Effectivement, les gens ils vont acheter en 2023, peut-être en une ou plusieurs fois. Donc c'est quand même plus représentatif de faire cela que de faire un prix de marché d'une autre année ou surtout de l'année en cours. Et surtout, bien en général, on le fixe en plusieurs fois, de prendre la moyenne, bien c'est vertueux. Ça va éviter le gros impact de volatilité, ça va permettre de lisser le prix, mais quand même de bien correspondre au prix de marché. Donc l'indice est bâti comme ça, selon 3 catégories, avec une moyenne des prix de marché de l'année N-1 et avec le droit Arenh tel que la réglementation permet d'en faire bénéficier les sites. Et si on regarde concrètement ce que ça peut faire, si on regarde, si on fait un rétro-planning, si on avait mis en place ces indices-là par le passé, avec en rouge foncé, il me semble que ce sont les réseaux conventionnels, en orange, les réseaux électro-intensifs, la géothermie ou les pompes à chaleur, et en bleu, les réseaux de froid. Effectivement, on retrouve bien cette augmentation de prix. On voit que c'est cohérent par rapport à la forte augmentation qu'on a eue l'année dernière, on la retrouve. De façon moindre que le marché. Pourquoi? Parce qu'on a fait une moyenne des prix de marché. On n'a pas pris le pic du mois d'août, évidemment. C'est une moyenne des prix sur toute l'année. Que chacun peut bénéficier de sa part Arenh. Donc forcément, les réseaux de froid ils sont moins impactés qu'un réseau de chaud parce qu'ils ont beaucoup plus d'Arenh. Et que sur 2023, on comprend l'augmentation des prix de marché, des prix de fourniture sur 2023. Et que maintenant que le marché pèse bien, beaucoup, en tout cas les prix sur 2024 n'ont rien à voir avec les prix qu'on a eus sur 2023, eh bien la tendance est baissière. Alors c'est des pointillés, parce que si on fait une moyenne des prix de marché de janvier à fin octobre, forcément il nous manque une bonne partie de l'année. Donc c'est une vision à date. Avec la vision à date des prix de marché, ça donne quand même des prix beaucoup plus bas que ce qu'on a eu. On retrouve finalement un prix de fourniture qui, on espère, sera sur ces tendances-là, c'est-à-dire voilà sur la théorie. On peut passer à la pratique. Merci. Merci Caroline pour les bonnes nouvelles pour l'avenir, parce qu'en ce moment l'électricité, ça fait beaucoup parler. On vous a préparé une petite étude de cas sur un réseau de chaleur théorique, s'inspirer d'un cas réel quand même. Mais étant donné que la géothermie fait l'actualité, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de prendre le cas d'un réseau de chaleur géothermique. Donc l'objectif de ce cas d'étude, c'est vous avez été nombreux à nous le demander, c'est de voir de quelle manière, en fin de compte, ces indices, on arrive à les articuler dans des formules de révision, dans des futurs contrats, dans les contrats existants. Nous, encore une fois, là, on est là pour apporter un indice sur une étagère. On n'a pas vocation à favoriser une formule de révision plutôt qu'une autre. Dans l'exemple, on va aller assez loin dans l'exemple. Donc, évidemment, on a pris des hypothèses, il y a des formules de révision. On pourra en discuter par ailleurs.
Donc voilà, pour ce cas d'étude, on est sur un réseau géothermal avec une mixité 60% géothermie et 40% de gaz naturel. Un réseau qui comporte 50% d'abonnés résidentiels. Le graphique en face de vous donc, représente la courbe de charge électrique. En bleu foncé, ce sont la consommation des pompes à chaleur géothermiques nécessaires du coup pour relever les niveaux de température de la chaleur géothermale avant de la distribuer sur le réseau. Et en bleu clair, donc la part de force électromotrice, le R21, dont Hugo vous parlait tout à l'heure. Et donc tout ça cumulé représente environ 12 gigawattheures d'électricité. Voilà. Donc, si on regarde un peu plus en détail la décomposition euro-saisonnière de la courbe de charge, voilà, on retrouve ça, pas grand-chose à dire. Là, c'est un petit peu les conditions initiales du cas d'étude. Donc, la formule de révision contractuelle aujourd'hui, elle suit la mixité que je vous ai dit juste auparavant. Donc, le R1 chaleur est composé en 60% du R1 PAC, dont on va parler juste après, plus 40% du R1 gaz, sur lequel on ne s'attardera pas aujourd'hui. Cette formule de révision donc du R1 PAC, on la trouve juste en dessous. Un terme initial qui a date de valeur du contrat initial. En l'occurrence, là, on l'a mis un petit peu plus bas, donc c'est 13 € du mégawattheure de chaleur. En date de valeur de janvier 2017, quand on avait des prix d'électricité relativement stables. Donc, dans ce R1 PAC 0, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ces formules, on va y retrouver donc ici, là, juste à droite, donc c'est le produit de tous les coûts de l'électricité, donc l'appareil électron, la part transport et les taxes, fois la quantité d'électricité, divisé par la quantité de chaleur livrée sur l'année, enfin, voilà, moyennée. Donc voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dans quand même beaucoup de contrats. Je vous ai mis quelques hypothèses ici pour illustrer, si certains veulent aller un petit peu plus loin dans l'exemple. Donc ça, c'était les conditions initiales. Pardon, je ne vais pas y arriver avec la souris. Je vais le PC. Et donc, l'objectif, c'est de voir comment intégrer ce nouvel indice. Donc, la première étape, c'est de comparer la courbe de charge de votre réseau avec les courbes de charge qui ont été définies avec ce groupe de travail pour les indices. Donc, en faisant ce travail de comparaison de courbes de charge, ça vous permettra de sélectionner l'indice le plus approprié à votre réseau. Tout à l'heure, on parlait de 3 catégories: réseau de chaleur conventionnel, réseau de chaleur électro-intensif, réseau de froid. Bon, ça tombe sous le sens dit comme ça. Après, peut-être que dans la vraie vie, on est face à des installations propres. Il y a peut-être quelques écarts. Il faut prendre des précautions et il faut regarder ça à tête reposée. Là, dans notre exemple, si je repasse juste à la slide d'avant, donc là, si vous voulez regarder, donc on est à 40% en heure pleine hiver, 28% en heure creuse hiver, etc. Et donc on voit que là, avec la courbe de charge définie et moyennée par la FEDEN SNCU, on tombe quand même pas très loin. Voilà. Ensuite, la formule d'indexation R1 PAC qu'on va intégrer, elle sera décomposée, comme le disait Caroline tout à l'heure, en 3 termes. Terme électron, R1 électron, R1 transport et R1 taxe. On va s'attarder du coup plus précisément sur le R1 électron, qui est juste en dessous. Le R1 électron 0, encore une fois, où on va retrouver un terme initial, fois la révision de l'indice électron sur la valeur initiale, encore une fois, de l'indice électron 0. En fin de compte, ces termes initiaux, R1 électron 0, R1 turbe 0, R1 taxe 0, si on les prenait à la même date de valeur que le R1 PAC 0, on retomberait globalement sur la même chose. C'est vraiment une décomposition, en fin de compte, de ce qu'il y a derrière le R1 PAC 0. Ce sont les R1 électron 0. Ensuite, on vient rendre homogène avec des euros par mégawatt. Voilà.
Et ensuite, donc, ce qui va certainement beaucoup vous intéresser, on a projeté et comparé l'évolution de ce R1 géothermique en intégrant l'indice électron. Donc là, à l'écran, ce que vous voyez en bleu, donc c'est l'évolution du R1 géothermique indexé en indice INSEE. Donc la date, en tout cas la valeur qu'on a à date la plus récente de l'indice INSEE, de cet indice INSEE en l'occurrence, est sur mars 2023. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution, hein. Et donc en jaune, la valeur du R1 géothermique indexée avec l'indice électron intensif. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire voilà, cette comparaison, c'est que, bah, comme le disait Hugo tout à l'heure, c'est que l'indice INSEE est en retrait par rapport aux évolutions de marché et éventuellement aux déboursés des opérateurs publics et privés de réseau de chaleur. Donc, en tout cas, sur 2022, ça va prendre en compte. Non, sur 2023, ça va prendre en compte, mais on le voit aussi sur 2022. Et c'est aussi pour ça qu'on avait initié un peu ce groupe de travail, c'est qu'on sentait bien que l'indice INSEE était, et bah voilà, avait pas forcément beaucoup de transparence, n'était pas nécessairement très adapté au réseau. Et c'est même l'INSEE qui nous le dit, hein. Il nous rétorque que pourquoi vous utilisez ces indices si vous n'en avez pas une fiabilité à 100%. Voilà, et un des avantages qu'on verra peut-être plus tard, mais c'est que ça permet aussi cet indice de donner un peu de visibilité sur le coût et sur l'indice, sur l'indexation en fin de compte de ce coût de l'électricité. De la même manière, on peut faire le même exercice sur le R21. Je vous passe la démarche. La seule différence, vous le savez, c'est que le R21 est en euros par kilowatt de puissance souscrite, mais c'est globalement la même approche. Et donc, on en vient à une vision un petit peu plus macro, donc là où on vient regarder quel est l'impact en fin de compte, hein, sur le prix de la chaleur dans notre cas d'étude sur un logement moyen. Donc ça, c'était un peu le Graal, quoi, de la fin de l'exercice. Donc sur la première colonne, on va retrouver donc les résultats de l'indexation INSEE. Donc en fin de compte, ce qu'on a reproduit, c'est la formule de révision R1 impact géothermique en révision INSEE. Donc là, on arrive à 49 € par mégawattheure en révision INSEE, contre 65 en révision indice électron. Et donc ramené avec la mixité contractuelle, voilà, ça fait un écart autour de 10 € par mégawattheure sur le R1 chaleur. Ça, c'est ce qu'on peut dire en comparaison brute. On a voulu intégrer quand même le bouclier tarifaire parce que c'est des sujets qui vont de pair en ce moment, hein. Le bouclier tarifaire, électricité, donc à partir du moment où les abonnés et les consommateurs de chaleur vivent une augmentation de leur charge du fait d'une évolution des prix de l'électricité, ils sont couverts par le bouclier tarifaire en ce qui concerne l'habitat, et donc éligibles à ce bouclier, et donc ça ramène à environ un prix autour de 65 € du mégawattheure. Donc voilà, pour la partie R1, et pour la partie R2, donc on a fait le même exercice pour le R21. Donc évidemment là, les variations sont beaucoup plus faibles, hein, parce que la part du R2 est quand même enfin, le R21 est relativement noyé dans tous les autres termes de la part fixe du R2. Voilà ce qu'on peut en dire. Et donc, en tout, vous constatez l'évolution pour un logement moyen. Donc, on a pris les hypothèses à droite là, de 6,5 MWh par logement et une puissance souscrite autour de 4 kW par logement également. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du cas d'étude. Et évidemment, à votre disposition pour répondre à vos questions par la suite. Oui, effectivement, il y a des premières questions qui tombent dans le chat. Bien sûr, on ne manquera pas d'y répondre dans quelques instants.
Comment intégrer l'indice électron dans les contrats de concession? Alors, bien sûr, je vais vous épargner la description de la slide. Je pense qu'il y a plusieurs messages qu'on aimerait un peu plus macro, qu'on aimerait passer ici. D'abord, vous retrouvez donc toutes ces étapes, toute cette description dans la note pédagogique de l'indice électron qui est publiée sur le site internet. Et après aussi, en fait, FEDEN SNCU s'inscrit dans une démarche qui, je pense, a toujours été la sienne, d'adapter localement l'indice électron donc aux exigences locales. Donc vraiment, FEDEN SNCU a proposé un indice. Il ne va pas au-delà. Néanmoins, il est tout de même possible de conclure des avenants juridiquement possible pour conclure des avenants pour intégrer l'index électron. Donc, le Conseil d'État a rendu un avis en ce sens. Vous avez la référence qui est mise sur en bas du slide et qui est aussi rappelée dans les différentes notes. Et d'ailleurs, je me dis que ça peut être une bonne idée de publier aussi sur le site internet de la FEDEN. C'est le troisième point que je souhaitais aborder. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la FEDEN. Il y a normalement toutes les notes, l'historique des indices et maintenant une FAQ pour vous aider dans vos démarches, vous éclairer le plus possible. Aussi, vous pourrez certainement, je pense qu'il faut aussi voir ces différentes notes, ces documents pédagogiques en relation avec ce que la FEDEN SNCU a également publié avec ses partenaires. Et là, je pense particulièrement à Amorce. Donc, Amorce et FEDEN SNCU ont rédigé et ont publié un modèle de contrat de concession. Les articles 46 et suivants traitent donc des avenants et vous pourrez certainement y trouver dans les commentaires des conseils de bonnes pratiques qui peuvent vous guider. Et surtout, on ne manquera pas de souligner l'importance des AMO, d'ailleurs qui est représenté par le SN2E au sein de la FEDEN avec lequel on a pu travailler sur cet index. Là aussi, au-delà de vous décrire toute la slide, je pense qu'on aura vraiment un message, c'est de surtout pas hésiter de poser vos questions, de remonter vos questions, vos retours d'expérience via donc nos partenaires Amorce, FNCCR, SN2E, via les contacts donc FEDEN, SNCU. Donc pour Dalkia, je pense surtout à Romain. Pour LG, ce sera, je pense, surtout Caroline, mais il y aura aussi donc tous les autres membres du bureau. D'ailleurs, donc aussi, j'en profite pour remercier Corian Sidex et tous les autres prestataires UM qui ont œuvré pour définir cet indice. Donc vraiment, utilisez tous ces relais pour remonter vos questions. On les intègre dans la FAQ, on y répond. Et de temps en temps, je ne vais pas dire de temps en temps, régulièrement, on met à jour tous les notes pédagogiques et techniques. On est déjà à la deuxième version. Historique, il a été mis à jour. La FAQ, on est aussi à la deuxième version aujourd'hui. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Prochaines étapes, je pense, du groupe de travail. D'ailleurs, Caroline l'évoquait, on va élaborer un indice transport, donc TURP complémentaire. Les travaux sont, on va dire, initiés. Je ne sais pas si on peut dire lancés, mais on va dire initiés. Et aussi, nous allons, donc avec nos confrères du SNEC, adapter l'indice électron au service d'efficacité énergétique. Donc, deux chantiers qu'on ne manquera pas de vous présenter, dont on vous présentera les résultats dans pas trop longtemps, j'espère. Certainement un autre webinaire à organiser après les vacances. Donc, en guise de conclusion, et je réinsiste, surtout n'hésitez pas à remonter vos remarques sur les notes historiques, à remonter vos questions, vos retours d'expérience pour que le GT puisse y répondre et qu'on puisse vous accompagner dans vos démarches.
Écoutez, sauf si Caroline et Romain ont quelque chose, ou même Thanès souhaite ajouter quelque chose, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Il y a déjà d'ailleurs une première question de Paul. Moi, je voulais juste rajouter un élément, enfin, cet indice, on l'a imaginé aussi avant tout, je pense, pour simplifier les rapports qu'on a avec les révisions de l'électricité. On voit bien, hein, de plus en plus, les réseaux de chaleur se développent par l'électricité, par les pompes à chaleur, que ce soit sur des condenseurs thermodynamiques derrière des biomasses, sur des pompes à chaleur en tête de puits, des géothermies. À chaque projet, c'est la question de savoir comment réviser. On pense apporter une bonne solution qui va simplifier l'approche contractuelle, mais aussi, on n'en parle pas assez, c'est la lecture des factures des abonnés. Parce que quand on voit aujourd'hui les révisions qu'on applique sur le gaz qui fonctionnent très bien, elles sont quand même relativement complexes pour des abonnés, même aguerris. Donc voilà, c'était juste un petit complément avant de répondre aux questions. Réponse. Oui, il y avait une première question sur les profils de consommation qui correspondent aux 3 catégories, hein, que l'on a prises. Oui, on va mettre à disposition les profils, soit par volume, par tranche euro-saisonnière. Enfin, on va mettre en tout cas de quoi vous faciliter la vie pour voir si vous correspondez bien à l'une ou l'autre des catégories. Oui, merci Paul Gassman pour cette question. Christophe Bordeaux. Je crois que c'était pour moi la question. Donc, Ouais. Christophe, vous demandiez comment calculez-vous le nouveau prix à 65 € par mégawattheure. Et du coup, si tu peux aller en slide. Pardon, vas-y. Ouais. Alors, attends, excusez-moi. Hop, il y a du direct, il faut un clic. Vas-y, tu peux délier. Donc, le prix dont Christophe parlait, c'était donc le R1 impact géothermique. Et comment il a été calculé? Donc, en fait, ça résume la question du tuilage entre un éventuel indice INSEE et un indice électron. En fait, la réponse, elle est en partie sur cette slide et sur la suivante. On est parti sur une valeur du R1 électron 0 en date de valeur de janvier 2020 à 10 € par mégawattheure de chaleur, ce qui correspond à, en 2020, hein, environ, hein, c'est vraiment une étude de cas, mais à 60 € du mégawattheure électron. Ça fait rêver aujourd'hui quand on le dit, mais c'était bien le cas à l'époque. Et en fin de compte, on voit, hein, l'évolution. Donc, on a fait évoluer ce 10 € par mégawattheure, par mégawattheure de chaleur sur la durée. Et donc, on atterrit autour de 65 € du mégawattheure de chaleur en date de valeur de 2023. Donc, en fait, on a juste appliqué l'antériorité de la révision de l'indice PLN, que vous pouvez trouver sur le site internet, pour arriver à ce 65. J'espère que ça répond à la question. Tant que tu as la parole, ou peut-être aussi Caroline Thanès, Emeline Sand d'Indigo nous demande si le bouclier tarifaire s'applique également à la tarification indexée à l'INSEE. Alors, le bouclier tarifaire s'applique aux abonnés qui connaissent une évolution de leur charge liée à une évolution du prix de l'électricité. Donc, je n'ai pas envie de faire une réponse générique parce que ça va dépendre au cas par cas et on le vit dans chacune de nos sociétés. On est obligé de regarder au cas par cas s'il y a éligibilité ou non. La tendance, c'est en effet, vu que l'indice INSEE n'a pas un impact très reflétant sur l'évolution des prix de la chaleur, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux sur lesquels on ne voit pas d'impact sur le prix de la chaleur. Donc, a priori, il n'y a pas d'éligibilité, mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, il faut regarder attentivement. Pour les questions suivantes, donc celle de Émilien ou Régis Émilien, je présente mes excuses, et de H. Chervet, je vous propose d'allumer vos micros en commençant par donc la question d'Émilien Régis. Oui, bonjour. Bonjour.
Exactement. Alors, je vais préciser un peu ma question. Je me demandais dans la construction de l'indice, pourquoi on prenait une moyenne annuelle, des prix, du CAL + 1 et pas des prix à des dates de référence précises dans le but de pouvoir plus facilement répliquer l'indice, et répliquer du coup ce coût d'électricité, côté exploitant? Puisqu'en prenant une moyenne annuelle de tous les jours, de l'année N-1 pour le prix, CAL N+1, on va pas, avec des petites puissances, sur les exploitations, on va pas pouvoir, répliquer, exactement, ce prix-là dans les contrats d'achat d'électricité. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait réplicable si on a des c'est pas tout à fait réplicable, c'est vrai, surtout si on a des petits volumes. Mais en même temps, prendre la moyenne faisait que ça lissait, quand même bien, les effets volatilité du prix et ça semblait plus juste, d'une manière, générale, dans la profession. Donc, c'est ce qui a été, retenu. Après à charge derrière d'essayer d'acheter en répliquant le mieux possible, même si ce sera pas parfait. Heu, pour les réseaux, lorsqu'il y en a plusieurs, on peut peut-être s'arranger quand même pour essayer de faire en plusieurs fois et sans faire la moyenne exacte, s'en rapprocher. En revanche, si c'est pas des réseaux et on pense au tertiaire, là effectivement, les volumes sont vraiment nettement plus petits. C'est pour ça que ces indices-là, ne correspondent pas aux indices, dans le tertiaire et qu'il faudra sûrement réfléchir à une autre solution, une moyenne, calendaire, de N-1 sur N. Voilà, mais en fait ça si on fait en 4 fois par exemple, hein, parce que ça peut être une façon d'acheter en 4 fois, réparties sur l'année, bah, on aura forcément des écarts avec la moyenne, mais pas forcément de trop. On l'a testé, hein, pas forcément de trop. Par contre, si nous, dans l'indice FEDEN, on avait mis ces 4 fois, tout le monde aurait acheté les mêmes 4 jours que l'on aurait indiqués. Et donc, du coup, ça aurait eu peut-être à terme, si tout le monde prend les indices FEDEN, on ne sait jamais, ça aurait pu avoir un effet quand même sur le marché. En tout cas, on aurait été tous au même moment en train de fixer nos prix. Ouais. Donc, ça, voilà. Il a été retenu de prendre quelque chose de moyen pour faire une représentation moyenne et éviter tout impact sur le marché. OK, c'est compréhensible et du coup, la 2e partie de la question était directement liée. Est-ce que quand vous allez publier l'indice, vous allez publier justement le détail de chaque poste et pas juste la valeur de l'indice au global? Ce qui permettrait, justement de éventuellement créer, enfin, utiliser cet indice en le modifiant sur certaines parties pour adapter au mieux à la spécificité du contrat d'exploitation. C'est un indice, donc du coup, l'indice, quand on va le publier, il n'y aura qu'une seule, la valeur de l'indice. Par contre, dans les notes techniques que l'on a mises à disposition, sur le réseau, tout est expliqué, hein, dans le détail. En fait, exactement, tout ce qu'on a retenu, les fameux, coefficients, A et B, pour ceux qui sont, qui connaissent, comment ça s'est construit, c'est-à-dire, la part de baseload, la part de peakload, en fonction des profils de chaque, consommateur. Voilà, tous ces détails quand même assez techniques sont expliqués dans les notes techniques pour vous expliquer comment ils ont été bâtis et pour que ce soit transparent pour vous. En revanche, c'est un indice, donc l'indice, lui, bah, ce sera juste un prix, hein, bien sûr. OK. Mais tout ce qu'on a mis dans les notes techniques, regardez-les bien. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas assez clair, mais tout ce que vous avez trouvé dans les notes techniques devrait vous permettre de faire ça. OK, finalement, on peut reconstruire le prix, enfin l'indice à partir de la note technique, en fait. Oui, d'ailleurs, ça me permet de faire le lien donc avec la prochaine question de monsieur ou madame Charvet. Je suis navré, je n'ai pas votre prénom. Et de rappeler que donc effectivement, les notes ont vocation à être mises à jour, donc FAQ assez régulièrement dès qu'on peut, et la note technique tous les ans. Et aussi, je veux dire, en conséquence, l'historique des indices. Donc en début d'année. On avait dit janvier. C'est ça. Ouais. En fait, on est obligé d'attendre la fin des moyennes marché, l'AREN avec son décrétage, les prix de la capacité. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces hypothèses, eh ben, on peut réactualiser l'indice. Donc, on s'est dit début d'année, chaque année, voilà, on va le réactualiser.
Et donc, pour passer à la question de monsieur ou madame Charvet, n'hésitez pas à allumer votre micro. Oui, alors je vais juste, oui, c'était ça. Et en fait, moi, je rejoignais juste la personne d'avant. En effet, je voulais juste savoir si on n'aura pas du coup le prix, enfin, par exemple, je sais pas, le prix résultant qui donne par exemple 300 €. Ça, ce prix global sera pas publié. Ça sera juste la base 100 qui sera mise, mais pas la résultante de tout le calcul qui a permis d'avoir un prix d'électron je sais pas, 300 €. C'était Si ça tout, ma question. tout le calcul est publié aujourd'hui. Ouais. Enfin, si vous allez sur le site internet, il y a une feuille Il est publié, d'accord. J'ai pas trop entendu, pardon. c'est publié. D'accord, Ouais. OK, merci. On a mis ça en annexe, dans les notes techniques, tout est. Voilà, on détaille tout le calcul pour que ceux qui ont besoin de le calculer puissent le faire, de l'adapter, d'étudier, d'analyser, puissent le faire. En tout cas, vraiment, on voulait la transparence, de toute façon. Après, l'indice, bah oui, tous les détails dans ces notes. Xavier Thierry nous demande si l'indice se suffit à lui-même pour indexer le R1PAC et si on travaille sur un indice transport. Oui, comme je disais, on va initier les travaux sur un indice transport et on devrait aussi d'ailleurs avoir un indice taxe. Mais... Non. Transport. Bon, après, en l'état, l'indice est utilisable. C'est ce qu'on montrait dans l'étude de cas. Enfin, en fin de compte, la part transport et la part taxe, elle est refacturable à l'euro. Et l'idée, c'est de simplifier un petit peu les opérations de refacturation entre les opérateurs et les abonnés en publiant un indice de transport, mais en fin de compte, en l'état, il y a déjà beaucoup d'opérateurs qui fonctionnent à l'euro sur le transport et les taxes. Donc le transport et les taxes, c'est réglementé, donc ça peut, voilà, c'est assez plus facile à calculer, on va dire, mais néanmoins, on peut faire quelque chose sur le transport. Alors que sur l'électron, effectivement, c'est quand même vite très compliqué de voir comment on a fixé le prix marché, la part à Rennes, l'écrétage à Rennes, le droit de capacité. Voilà, c'est tout de suite assez compliqué et il n'y a pas d'indice marché qui existe, hein, d'où le fait que c'était un indice INSEE qui a été choisi par le passé, qui n'est pas représentatif du tout de la façon d'acheter et de ces types de volumes. Mais en tout cas, l'idée, c'était de commencer par ce qui posait le plus de problèmes. Un, parce qu'on n'avait pas d'indice pertinent, et deux, parce que c'est tellement compliqué qu'effectivement, avoir un indice, c'est comme on l'a pour le gaz d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus facile après pour réviser et pour se comprendre. Et donc, est-ce que l'indice se suffit à lui-même en R1PAC? Oui. Guillaume Decker, en complément d'une des remarques, en cas de petit volume, on est obligé de se positionner à une seule date de valeur et donc avoir un écart sur le marché moyen important. Comment pensez-vous qu'il est possible de gérer ce risque? Au moment de la contractualisation. Je ne sais pas si Monsieur Decker, vous voulez intervenir, détailler. Vous avez répondu, vous ne le gérez pas en fait avec l'indice. En fait, à partir du moment où on est obligé de faire, il faut faire une moyenne marché, effectivement, ça ne représente pas quelqu'un qui fait un achat à une date donnée. Donc là, un achat à une date donnée, c'est plutôt dans votre contrat, ça ne sera pas géré via l'indice FEDEL, c'est plutôt dans votre contrat où il faut se mettre d'accord comme quoi la fixation marché, elle est faite à une date donnée, ou elle est faite d'un commun accord avec le client. Enfin, ça doit se gérer autrement via directement votre contrat. Après, je ne dis pas que quand on va réfléchir sur d'autres cas, notamment dans le tertiaire peut-être, où effectivement les volumes sont plus petits par taille de site, où là, on voit bien qu'on n'arrive pas à des tailles suffisantes pour avoir suffisamment de fixation pour, sans faire une moyenne, pas être trop éloigné de la moyenne, donc un peu dans votre cas. Là, il va falloir qu'on trouve quelque chose d'autre. Donc j'espère que là, on aura une solution, mais qui pourra correspondre à ce besoin-là. Ouais, mais l'écart est quand même assez conséquent, parce que moi, peut-être que je suis mal renseigné, mais j'ai quand même compris que
en dessous de 5-6 gigawattheures, en fait, c'est un peu compliqué de faire des clics. Donc, il faut déjà avoir un réseau sacrément costaud pour pouvoir, ou avoir beaucoup de réseaux. Ben, voilà, si on est Dalkia Engie, ça va, quoi, mais parce qu'on a une centrale d'achat. Mais sinon, c'est un peu compliqué à appliquer, quoi. À partir de, oui, en dessous de 5-6 gigawattheures, c'est compliqué d'avoir. Donc déjà, pour consommer, si on raisonne, on va dire, uniquement sur un seul réseau, en fait, c'est compliqué. Et donc, du coup, on est vraiment, enfin, ça pousse, on va dire, à la mutualisation de l'ensemble des sites. Mais voilà, enfin, 5-6 gigawattheures d'électricité, voilà, c'est quand même des volumes qui ne sont pas forcément accessibles aux opérateurs qui ne sont pas énormes ou au tertiaire, comme vous dites, quoi. C'est ça. Dans le tertiaire, on a cette même problématique. Donc, je ne sais pas quelle solution on va trouver, puisqu'on n'a pas encore commencé à réfléchir. Mais on va essayer de trouver une solution qui répond à un peu ces besoins-là, en tout cas. Après, en fait, encore une fois, hein, le lissage sur l'année, c'est un choix qui a été pris pour éviter un arbitrage sur des dates. Parce que de baser un indice sur des dates complètement arbitraires, ça n'aurait pas été très opposable comme indice. Ah oui, Et oui, ça clairement, ça va perturber le marché et ça aurait juste en fait monté les prix au moment où vous aurez défini les dates. Oui, oui, non, mais ça c'est une. pas le point, mais c'est juste que voilà, c'est un choix qui a été pris plutôt dans un souci d'opposabilité. Je ne sais pas si, Monsieur Descartes, je pense qu'on a répondu à votre question. Je vous propose, sauf si vous. Ouais, je crois. Oui, oui, hein, c'est bon, merci. Merci. Jérémy Landreau, vous avez une question sur la stratégie d'achat associée à cette indexation dans un contrat de DSP et la fixation du prix. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour. Je pense que bonjour, pardon, et merci pour la présentation. Je pense que d'ailleurs la question est liée aussi à la suivante, ou en tout cas moi telle que je la comprends. En fait, qui parle d'indexation veut aussi signifier une stratégie d'achat de la part du délégataire. Et ma question, c'est, compte tenu d'ailleurs des réponses que vous venez d'apporter sur des questions précédentes, avec la notion d'achat de lissage sur l'année précédente, etc. L'utilisation ou pas de l'indice FEDEN, enfin de l'indice électron, du coup, est associé à une stratégie d'achat. Si on achète à prix fixe sur les 3 prochaines années dans le cadre d'une DSP, je ne sais pas pour quelle raison, on peut imaginer qu'il est peu intéressant d'imaginer une indexation type celle que vous proposez. Et à contrario, il y a peut-être des cas de figure auxquels vous avez réfléchi, pour lesquels la stratégie d'achat colle parfaitement à la proposition qui viendrait derrière d'indexer suivant cette proposition électro, donc de l'indice que vous avez présenté aujourd'hui. Donc, c'était vraiment plutôt une question d'ordre macro. J'imagine que dans votre réflexion, vous avez associé la mise en place de cette indexation avec une typologie de contractualisation d'achat d'électricité. En fait, c'est vrai que ça ne répond pas à tous les cas. Rien ne vous empêche de continuer à acheter à prix fixe. Disons qu'il y avait un besoin, il y avait un manque d'indices qui était pertinent, il en fallait un. Acheter sur 2-3 ans, oui, certains le font, mais ce n'est pas la majorité des cas. Puis ça demande d'avoir beaucoup de visibilité à l'avance et beaucoup d'inertie, du coup. Rien ne vous empêche aussi de faire une espèce de mix sur votre achat. Vous pouvez dire, vous faites une partie de votre fixation à l'avance et puis une autre partie qui correspond à l'indice FEDEN. Vous pouvez très bien mixer les solutions. Enfin, en fait, c'est à vous plutôt d'imaginer ce qui vous correspond. L'indice FEDEN, il est mis sur étagère pour que vous puissiez vous en servir ou pas. Mais en tout cas, s'il y a besoin d'un indice de référence qui colle un peu au marché, alors pas une moyenne sur 3 ans, parce que là, c'est vraiment très compliqué pour beaucoup de gens, mais une moyenne sur l'année d'avant, il existe. Et voilà, il a juste cet avantage-là, c'est d'exister. Après, rien n'empêche de mixer, rien n'empêche de faire des de pondération, de sortir carrément, de dire l'indice FEDEN, voilà, il va vivre sa vie, il va donner tel élément de prix. Et nous, on a choisi, voilà, le marché, imaginons, là, il descend à 100 €. C'est que c'est un bon prix, on fixe pour 3 ans, c'est très bien. Et puis après, le marché, il verra, il fera ce qu'il voudra. Si tout le monde en est d'accord, tout va bien. Ce qu'on voulait surtout sortir, c'était des indexations qui ne représentent absolument pas ce qu'on achète et qui sont complètement décorrélées du marché. C'est surtout ça. En complément, et Caroline l'a très bien dit, c'est sur étagère,
De plus en plus dans les projets de réseau, on va arriver donc de l'autoconsommation sur chaufferie, donc voilà, pour apporter un peu de part fixe en fin de compte, hein, dans la révision, que l'autoconsommation, voire même jusqu'à des PPA sur des très grands réseaux. On peut voilà, pas forcément mettre à 100% cet indice, imaginer avec une part fixe. Enfin, après, voilà, nous, dans notre exemple, là, on a voulu quand même rester assez soft et simple, mais c'est ensuite à un indice à s'approprier en fonction des cas de figure. Mona, alors ta question était plutôt dans le temps que dans la stratégie, mais est-ce qu'on les éléments que viennent de donner Caroline et Roman répondent à ta question ou pas? Oui, bonjour, Mathieu Fesneau, pour le cabinet Naldeo. On est connecté à plusieurs sur l'ordinateur de Mona Guitou. Donc c'est moi qui ai posé la question. Merci pour votre présentation. Et effectivement, ça rejoint certaines questions précédentes par rapport à la stratégie et à la temporalité de l'achat. Parce qu'effectivement, une prise de position qui serait intervenue en 2022 pour couvrir des besoins en 2023, dans un contexte de prix très haut, serait beaucoup plus impacté que si les volumes pour 2023 avaient été couverts en 2021, par exemple. Donc voilà, c'était pour souligner ce cas de figure, mais comme vous l'avez dit, effectivement, il faut adapter ensuite aux différents cas d'usage. Donc voilà, je vous remercie pour les réponses. Romain TLS qui nous demande, enfin je le vois plutôt comme une question, effectivement, si cet indice est valable pour les P1 ELEC hors réseau. Donc, il me semble que justement ça va être l'objet du travail d'adaptation qu'on va engager avec le SNEC. Après, enfin encore une fois, c'est selon le cas d'usage, si vous avez une courbe de charge qui s'apparente à celle d'un réseau, qui est peut-être complètement autre chose, rien n'empêche d'utiliser l'indice. Hein. Si vous avez une piscine ou un bâtiment qui d'aventure a le même profil qu'un réseau de chaleur conventionnel, par exemple, c'est évidemment utilisable. Hein. Et en plus, n'oubliez pas que ce n'est qu'un indice de révision. Votre prix de départ, le fameux P0, il est calé au moment de votre achat avec votre fournisseur par rapport à votre vrai profil. L'indice FEDEN ne sert qu'à réviser. C'est vrai qu'on parle beaucoup de prix depuis tout à l'heure, mais en fin de compte, c'est une utilisation en tant qu'indice, donc en base 100 en plus de ça. Donc, voilà. Il faut que votre prix de départ soit bien calé. Et après, si vous n'êtes pas très loin de nos profils de consommation, d'un des profils de consommation, l'indice de révision devrait être performant. Il y a G. François, là aussi, je suis navré, je n'ai pas votre prénom. Mais écoutez, je vous propose aussi d'allumer votre micro, parce qu'il s'agit donc certainement plus d'une remontée d'un témoignage. Et je pense que Romain va peut-être y répondre. Oui, bonjour. Donc, Guillaume François, je suis de la métropole de Lyon, en fait. Donc, c'était plutôt un retour, mais côté d'élégant, en fait. Alors, déjà, une remarque, vous aviez dit que utiliser l'indice électron, ce sera plus facile que l'indice INSEE, plus transparent par rapport à l'abonné. En fait, c'est l'inverse en perception. C'est pour ça que j'ai fait un parallèle au gaz. Quand on a des contrats avec un indice gaz INSEE, les abonnés, il n'y a qu'un seul indice sur leur facture, comprennent beaucoup mieux qu'une formule d'indexation type PEG, qui a de fait plein de paramètres. Et utiliser l'indice électron, ça va faire ça aussi. Donc, il y aura une pédagogie à faire auprès des abonnés, puisque c'est plus transparent, mais de fait plus complexe. Mais bon, ça, c'était un peu un détail. En revanche, il ne faut pas oublier quand même que les avenants, quand on parle d'avenants, vous avez mis dans votre planning, voir avec l'AMO l'opérateur, il ne faut quand même pas oublier le délégant derrière, puisque même si le Conseil d'État a rendu possible ces avenants, je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas non plus une obligation. Hein. Donc, alors, la démarche de créer un indice FEDEN, à titre personnel, je la trouve très bien parce que je suis d'accord avec vous, l'indice INSEE ne correspondait pas du tout aux réalités des achats de nos délégataires. Il ne faut pas oublier non plus que l'indice d'indexation a
côté collectivité, hein, ça doit refléter l'achat, les achats du secteur, mais l'idée, c'est pas de couvrir complètement le risque indexation. Et je vous dis ça parce que j'ai vu des remarques, vouloir retravailler l'indice FEDEN pour coller au mieux à vos pratiques d'achat, ce qui reviendrait à contractualiser tout ce que vous avez mis dans la note technique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de collectivités qui soient d'accord, parce que pour le coup, ça ramène beaucoup de complexité. Donc, utiliser l'indice FEDEN, en tout cas, nous, à la métropole de Lyon, sous réserve de validation politique, je pense qu'on y arrivera. En revanche, faire quelque chose de beaucoup plus compliqué en redécomposant encore l'indice, ça va être beaucoup trop complexe pour les collectivités. À mon avis, c'est que mon avis. Merci beaucoup pour ce témoignage. En fait, c'est vrai que je me rends compte qu'effectivement, j'aurais certainement dû insister sur la frise, qui est vraiment, et je le répète, qui est dans notre note pédagogique. Je pense qu'on est tout à fait d'accord avec vous sur le rôle, et vous le soulignez tout à fait, de la pédagogie et de la communication d'ailleurs. Donc, il y a quand même 2 bullet points sur le slide qui sont dédiés donc à la pédagogie et à la communication pour les abonnés. Et surtout, vous l'avez dit, c'est le rôle donc et la vision du délégant et surtout tout le rôle de l'AMO. Il y a plusieurs AMO, donc on a une LDO. Merci encore pour votre intervention. Donc vraiment de partir sur un constat commun, sur une situation et un constat sur une situation et de voir, je pense là tous les 3 opérateurs AMO collectivités. Donc comment est-ce que vous pouvez, excusez-moi, il n'y a pas de honte, mais vous pouvez certainement à 3 résoudre en tout cas apporter une solution. Et par contre, pour les autres points plus précis, je ne sais pas si Romain, toi, tu veux apporter plus d'éléments. Juste pour le rapport à la complexité, je ne suis pas certain d'avoir bien compris le point, mais là, l'objet, en tout cas dans l'exemple qu'on a présenté sur la forme de la formule de révision, l'idée, c'est, encore une fois, c'était pas du tout de complexifier, mais au lieu d'avoir un indice INSEE, du coup, on se retrouverait avec cet indice électron et puis éventuellement des refacturations à l'euro sur TURP et taxes. Mais j'entends en tout cas que la lecture des factures, nos abonnés, il va falloir qu'on les accompagne beaucoup plus que ça dans la lecture des formules de révision et de leurs factures. Voilà, je ne sais pas grand-chose d'autre. Oui, et encore une fois, les notes techniques ont été données uniquement pour qu'on puisse expliquer l'indice, hein. Mais il n'y a pas lieu de rentrer dans la technicité qui est derrière. Voilà, l'indice, ça va être avec une base 100, une révision. Et comme disait Romain, vous avez un indice électron et après, il y a juste le transport et les taxes. C'est s'il y en a qui souhaitent, pour une raison ou une autre, je ne sais pas, savoir comment c'est construit et l'utiliser pour je ne sais quoi, c'est disponible, mais l'indice FEDEN, ce n'est pas du tout les formules qui sont décrites dans ces notes techniques. C'est un indice. Parce que oui, c'est ça, en fait, c'est plus, je pense, le rôle de la note pédagogique, d'expliquer ou d'apporter, ou même, en fait, il faudrait peut-être faire une 3e note qui ne s'adresse pas forcément aux AMO et aux délégants. Sur l'indice en lui-même, oui. Ouais. La note pédagogique, c'était pour, en fait, qu'on comprenne ce qu'il y avait derrière l'indice, comme quoi il était cohérent par rapport au... Voilà, il n'y avait rien de farfelu dedans, en fait. C'était juste pour être transparent, tout simplement. Et juste pour terminer sur l'approche peut-être un peu maladroite de la slide, de celle-ci, évidemment, en fait, cette slide, elle s'adressait même exclusivement aux collectivités pour leur donner un petit peu la démarche à suivre, mais bien sûr que les collectivités, les délégants sont en première ligne sur ce sujet. Désolé si ce n'était pas très clair. Merci beaucoup pour le témoignage. Et exactement comme c'est le genre de démarche qu'on souhaite impulser avec nos partenaires et leurs adhérents. Gilles Servant,
Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question? Pardon, excusez-moi, j'ai écorché votre nom. Non, pas de souci, non, c'était juste pour. Ok, c'est une alternative intéressante. Merci. Guillaume Decker qui repose une question. Bonjour, désolé. Ouais. Vous voulez prendre la parole? Je ne sais pas si c'est clair pour vous, faire bonjour. Ouais. C'était juste pour être, comme les gens parlaient de stratégie d'achat, en fait, juste savoir en fait quelle stratégie d'achat est couverte par la formule, comme ça au moins on sait dans quelle mesure on s'en écarte. Donc, on est bien d'accord que oui, si vous voulez faire une moyenne, il faut acheter tous les jours ouvrés, les jours où il y a une fixation de marché. Une cotation, quoi. Entre le 1er janvier et fin octobre, puisqu'on a pris cette moyenne là, il faudrait pouvoir faire toutes ces flux de fixation. C'est un petit peu moins que ça, mais c'est quand même énorme. Et on est bien d'accord que ce n'est pas réplicable. Il faut avoir des volumes énormes pour pouvoir le faire. Il n'y avait pas d'autres solutions pour avoir quelque chose de C'est quoi un prix de marché finalement? Ce n'est pas le prix à une date. C'est voilà. Donc une moyenne sans doute peut être plus représentatif. Et après, donc du coup, pour répliquer, il faut avoir le plus de fixation possible. Mais oui, on va s'en écarter, c'est évident. Mais en tout cas, on s'en écartera beaucoup moins qu'avec les anciens, avec un indice, les indices INSEE qui, eux, représentent, je ne sais pas très bien quoi, et plutôt quelque chose de passé. Ouais, loin de moi de critiquer, hein, c'était juste pour être sûr de bien comprendre et que tout le monde comprenne bien la stratégie d'achat couverte. Voilà, c'était juste ça. Oui, il n'y a pas de stratégie qui permet de répliquer parfaitement du tout cet indice. À moins d'être très très gros. Même, hein, oui. Ouais. Ok, merci. Je vois qu'on a épuisé, enfin en tout cas, j'ai l'impression que nous avons épuisé les questions du chat. Donc j'allais dire, là, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole si vous avez une question. Et si nous avons épuisé toutes vos questions, tous vos retours d'expérience, je pense que nous pouvons conclure. Donc juste peut-être vous laisser un petit instant pour donc, poser vos dernières questions, dernières remarques. Écoutez, de toute manière, alors excusez-moi, je suis allé dans l'autre sens. De toute manière, donc, comme je le disais, donc nous restons à votre disposition, que ce soit à travers donc nos partenaires Amorce, FNCCR, SN2E, à travers les relais donc des adhérents FEDEN, donc chez Corian, Sidex, Dalkia, UEM, CERM, CCIAG, etc. Donc n'hésitez pas à remonter vos retours, à remonter vos questions. Et donc, vous avez mon adresse mail, hbelin@feden.fr, si vous souhaitez poser des questions directement. Comme vous l'aurez compris, je ne suis absolument pas le plus compétent autour de cette table pour y répondre, mais je les mettrai dans la FAQ. On prendra le temps en GT pour y répondre et on republiera donc les questions et les réponses donc dans la FAQ. Oui, d'ailleurs aussi, donc je rappelle, toutes les questions et toutes les réponses sont publiques. Donc, si vous avez une question sur un dossier extrêmement particulier, je vous conseille plutôt de la garder en interne. Nous pensons plutôt que toutes les questions et toutes les réponses doivent être publiques pour aider absolument tout le monde. Je ne sais pas si Caroline, Tanès ou Romain voulaient avoir le mot de la fin. Non, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ces travaux et puis n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que ça vous sera utile en tout cas. Bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.